Une petite fille se tenait silencieusement près d'une tombe envahie par la végétation, sa silhouette menue tremblante tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Sa voix était à peine un murmure, mais pleine de conviction, « Maman est toujours en vie ». Autour d'elle, tous secouaient la tête, incrédules, jusqu'à ce qu'un homme, un millionnaire, décide de découvrir la vérité. Lorsque le couvercle du cercueil s'ouvrit enfin en grinçant, ce qu'ils découvrirent à l'intérieur réduisit la ville entière au silence. Alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, la ville s'animait au son des klaxons et du bourdonnement sourd des lampadaires vacillant sur les trottoirs fissurés. Au milieu de ce chaos avançait une fillette d'à accent grave peine 10 ans. Ses cheveux étaient emmêlés, sa veste délavée et fine face au froid. Elle se penchait près d'une poubelle, récupérant soigneusement des bouteilles en plastique à recycler. Elle s'appelait Lucy Carter. Elle n'avait ni maison, ni famille, seulement une conviction profonde qui refusait de s'éteindre. Sa mère n'était pas morte. Chaque jour, Lucy se rendait au cimetière, à la limite sud de la ville. Elle croisait d'innombrables pierres tombales abîmées par le temps, jusqu'à ce qu'elle en atteigne une oubliée, étouffée par les mauvaises herbes. Le nom gravé sur la pierre tombale était « Helena Carter, 1988-2017 ». De la poche de son manteau, Lucy sortit un bouquet de fleurs sauvages séchées et le déposa sur la tombe. Puis, elle s'assit sur la terre froide. « Maman, je suis revenue », murmura-t-elle d'une voix rauque mais le regard fixe. « On dit que tu es partie, mais je n'y crois pas. Je t'ai vue en rêve. Tu pleurais. Je le sens, tu es toujours là, à m'attendre. » Le vent bruissait dans les branches nues au-dessus d'elle. Lucy plongea la main dans son manteau et toucha le bord d'une vieille photo, le visage de sa mère, ses doux cheveux bruns, ses yeux toujours souriants. Elle glissa la photo dans sa poche et s'éloigna, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Dans son sac en plastique, qui tenait à peine, se trouvait un dossier en lambeaux rempli de vieux papiers, des photocopies, un certificat de décès, des rapports médicaux qu'elle avait dénichés dans une poubelle d'hôpital après des semaines de recherche. Elle ne comprenait pas tous les mots, mais quelque chose n'allait pas. Sa mère n'avait pas pu disparaître si facilement. Sur le chemin du retour vers le terrain vague derrière un arrêt de bus abandonné où elle dormait la nuit, Lucy s'arrêta devant une boulangerie. À l'intérieur, la chaleur et les rires se répandaient tandis que les gens achetaient des viennoiseries et sirotaient du café. Lucy ne mendiait pas. Elle se contentait d'observer en silence. Juste à ce moment-là, un élégant SUV noir s'arrêta de l'autre côté de la rue. La portière s'ouvrit et un homme de grande taille en sortit. Son manteau était long et son visage, bien que sévère, portait le poids de l'expérience. Il s'agissait de Nathaniel Thornton, un magnate de l'immobilier de 40 ans, qui sortait d'une réunion d'associés dans une tour de bureau voisine. En sortant du café, quelque chose l'arrêta net. De l'autre côté de la rue, une petite fille maigre et en haillons se tenait devant la boulangerie, serrant contre elle un sac plastique usé. Elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à sa fille, morte accidentellement des années auparavant. Il se souvenait de sa façon de coller son nez aux vitrines des boulangeries, les yeux brillants d'espoir. Un souvenir le frappa comme une tempête. Nathaniel traversa la rue, s'agenouilla près de la fille et lui demanda doucement, « Tu es seule ici ?» Lucy recula légèrement, serrant son manteau. Elle avait l'habitude d'être ignorée, chassée. « Je ne m'en dis pas, dit-elle fermement. « Je ne pensais pas que tu l'étais, répondit Nathaniel avec un sourire bienveillant. « Je t'ai vu tenir une photo. » Qui est-ce ? Lucy hésita, puis sortit la photo décolorée et quelques papiers froissés. Elle les brandit. « Voici ma mère. On dit qu'elle est morte, mais je pense qu'elle est encore en vie. Je crois avoir des preuves. » Nathaniel a pris la photo. Son cœur s'est arrêté. Ce visage. Ses yeux. Helena, a-t-il soufflé. C'était elle, Helena Carter, sa voisine d'enfance. La jeune fille qu'il avait autrefois admirée de loin. Elle avait déménagé, et la vie avait continué. Mais maintenant, se tenait là une jeune fille portant son nom, affirmant que sa mère était vivante. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, la voix brisée. « Lucy. Lucy Carter. » Ils se regardèrent dans les yeux. Il n'y avait plus rien à dire. Une chose longtemps enfouie s'éveilla en Nathaniel. Il s'agenouilla de nouveau, plus près cette fois. « Tu as faim. » Lucy hocha légèrement la tête. « Viens, dit-il. Allons manger quelque chose. Tu pourras tout me raconter. » Sous la douce lueur orange d'un lampadaire, l'homme et la jeune fille entrèrent dans un restaurant de bord de route.
C'était le début de quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'imaginait. Un voyage vers la vérité. Et dans l'esprit de Nathaniel, une pensée résonnait plus fort que toutes les autres, si c'est vraiment Helena, je ne peux pas m'éloigner de cet enfant, pas une seconde de plus. Leur rencontre pouvait sembler une coïncidence. Mais ce n'en était pas une. C'était le début d'un chemin qu'aucun d'eux ne pouvait quitter. En écoutant la voix posée et innocente de Lucie et en voyant le passé dans ses yeux, Nathaniel sut ce qu'il devait faire. À l'intérieur du restaurant, ils étaient assis l'un en face de l'autre. Un sandwich chaud était posé devant Lucie, mais elle n'en déchira que de petits morceaux. Ce n'était pas seulement de la timidité. C'était comme si elle économisait de l'énergie pour un autre genre de combat. Un combat avec des souvenirs et des questions sans réponse. Nathaniel resta silencieux, la laissant parler. Elle lui raconta ses rêves, les documents récupérés dans les poubelles de l'hôpital, la photo et le sentiment profond que sa mère était toujours là. Ces mots touchèrent Nathaniel comme une aiguille en plein cœur. Ce n'était pas un fantasme, c'était une enfant qui cherchait la vérité dans l'ombre. Elle posa le dossier sur la table. Nathaniel l'ouvrit et lut chaque page. Il y avait des incohérences évidentes. Un certificat de décès avec des dates incohérentes. Il resta silencieux au début. Il posa simplement la main sur les papiers, les fixant du regard. Finalement, il demanda doucement, « As-tu un endroit où dormir ce soir ?» Lucie secoua la tête. Nathaniel fit signe au serveur, paya l'addition, puis s'accroupit à nouveau à côté d'elle. « Tu peux rester chez moi ce soir, dit-il. Demain, on examinera tout ça en détail. Et si quelque chose cloche, je te promets que je t'aiderai à découvrir la vérité. » Lucie ne dit rien, mais son petit hochement de tête en disait long. Pour la première fois, personne ne s'éloignait. Et dans cet instant fragile, une relation de confiance commença à se tisser entre eux. Le lendemain matin, Nathaniel était assis seul dans son bureau privé, au-dessus de la ville plongée dans le brouillard. Sur son bureau se trouvait le dossier que Lucie lui avait donné. Il l'avait déjà lu 10 fois. Il l'examina à la loupe. Pas de cachet officiel. Une signature de médecin floue. Et le plus accablant, un certificat de décès daté de près d'une semaine après leur supposé du décès. Ce n'était pas une erreur administrative. Au début, Nathaniel avait craint que l'histoire de Lucie ne soit qu'un fantasme, une façon enfantine de gérer la situation. Mais maintenant, il n'en était plus si sûr. Il prit son téléphone. En quelques heures, Lisa Monroe, son ancienne amie d'université et désormais médecin légiste de l'État, était assise dans son bureau, feuilletant les documents. Elle fronça les sourcils. L'encre ne correspond pas aux formulaires officiels. Le formatage est incohérent. Et la cause du décès, un arrêt cardiaque soudain, n'est corroborée par aucun antécédent médical. Nathaniel, ce certificat n'est pas valide. À deviner, il est falsifié. Nathaniel serra le poing. Tout ce que Lucie avait dit commençait à prendre un sens déchirant. Ce soir-là, dans une petite chambre de motel qu'il avait louée pour que Lucie ne se retrouve pas à la rue, ils se parlèrent à nouveau. Nathaniel était assis sur une chaise. Lucie était recroquevillée sur le lit, les bras enroulés autour d'un ours en peluche usé. La quête de la vérité venait à peine de commencer. Et aucun d'eux ne serait plus jamais le même. J'entendais ma mère m'appeler par mon nom, dit Lucie doucement. Nathaniel se pencha. La nuit. Par la porte du sous-sol, poursuivit-elle. Puis ça s'est arrêté. Richard m'a dit qu'elle était partie, qu'elle était morte. Nathaniel ne dit rien. Il écoutait simplement, chaque mot sortant des lèvres de Lucie comme un fragment d'un puzzle plus vaste et invisible. Elle parla des nuits où Richard l'avait enfermée dehors, de ses tentatives furtives dans l'obscurité pour retrouver sa mère, et de la dernière fois, lorsqu'elle avait été mise dehors pour avoir simplement touché la porte du sous-sol. Ma mère ne me quitterait jamais, ajouta Lucie d'une voix basse mais féroce, le regard vitreux mais imperturbable. Je sais qu'elle est toujours en vie. Je le sens, chaque fois que je passe devant cette maison. J'entends des murmures, venant du sol. Nathaniel demanda doucement, « As-tu peur ?» Lucie secoua la tête. Non. Parce que si elle est là-bas, je dois la retrouver. Nathaniel se tourna vers la fenêtre. Le vent s'infiltrait à travers le cadre fissuré, sifflant, emportant le froid de la fin de l'hiver. Un étrange instinct s'éveilla en lui, vif et soudain. Le lendemain, Lisa et lui retournèrent à l'hôpital où Helena avait été déclarée morte.
La plupart des dossiers étaient enfouis dans les archives, mais Lisa avait l'autorisation de fouiller plus profondément. 3 heures s'écoulèrent avant qu'elle ne revienne avec un dossier jauni. Aucun médecin n'était inscrit comme ayant examiné Elena. Au lieu de cela, une seule ligne avait été surlignée à l'encre rouge, confirmée par le personnel administratif temporaire. « On ne fait pas ça », dit Lisa fermement, les sourcils froncés. Seuls les médecins agréés peuvent attester d'un décès. Quelqu'un a fait pression sur un membre du personnel pour qu'il simule cela. Nathaniel fixa le document, la poitrine serrée. La vérité le frappa de plein fouet. Une femme avait été déclarée morte, sans véritable constat médical. Elle n'aurait peut-être jamais quitté cette maison. Et Richard, l'homme que Lucie appelait son beau-père, cachait quelque chose de sombre. Dangereux. Il faut qu'on parle à Lucie, dit Nathaniel. Ce soir, je lui en demanderai plus sur la maison. De retour au motel, Lucie attendait déjà. Elle serrait contre sa poitrine un dossier usé, les yeux emplis d'un espoir discret. Lorsque Nathaniel raconta ce que Lisa avait trouvé, Lucie ne parut pas surprise. Elle hocha simplement la tête. Je le savais. Y avait-il quelqu'un, demanda doucement Nathaniel, qui vivait près de ton ancienne maison. Quelqu'un qui aurait pu voir quelque chose d'étrange? Lucie hésita, puis hocha lentement la tête. Il y avait un garçon nommé Tommy. Il habitait dans le parc à côté. Une nuit, il a vu Richard porter quelque chose, comme une boîte en bois, au sous-sol. Il a pris peur. Il n'en a parlé à personne. Nathaniel échangea un regard avec Lisa. Nous devons retrouver ce garçon, dit Lisa. Cette nuit-là, Nathaniel a discrètement envoyé un email à un ancien contact des forces de l'ordre local, un détective privé nommé Dinolet. Je dois enquêter discrètement sur une possible disparition et une mort simulée, a-t-il écrit. Il s'agit d'un homme nommé Richard Black. Je pense que quelqu'un est peut-être détenu illégalement dans cette maison. Ce qui semblait autrefois n'être qu'un amas d'indices disparates commençait à se dessiner clairement. Elena n'aurait peut-être jamais quitté cette maison. Et si elle était encore en vie, Lucie, cette fille courageuse et déterminée, était peut-être la seule à n'avoir jamais cessé d'y croire. « Es-tu prêt à retourner dans cette maison » demanda Nathaniel. Lucie le regarda droit dans les yeux. « Si ma mère est là-bas, j'y retournerai, même si c'est en feu. » 3 jours plus tard, Nathaniel retourna dans le quartier tranquille où Elena avait vécu. Cette fois, Lucie l'accompagna. Ils espéraient parler à d'anciens voisins, à tous ceux qui se souvenaient. Lucie serrait fermement la main de Nathaniel. Son visage était pâle, ses yeux fixés droit devant. La vieille maison se dressait comme un fantôme, inchangé. La même haute clôture, les mêmes fenêtres sans vie. Une vieille femme vendant des fruits dehors leur jeta un regard prudent. Quand Nathaniel demanda des nouvelles d'Elena, elle hocha lentement la tête. Je me souviens d'elle. Une femme adorable. Mais après son mariage, personne ne l'a revue. On a appris qu'elle avait eu des problèmes cardiaques et qu'elle était décédée. As-tu déjà vu une ambulance ? Demanda doucement Nathaniel. Un enterrement ? La femme secoua la tête. Non, c'est ça qui est étrange. Richard a dit qu'elle était enterrée ailleurs. Personne ne l'a interrogée. La piste s'est refroidie. L'instinct de Lucie était bon, mais les preuves étaient dispersées comme les fragments d'un cauchemar. Chaque pas vers cette maison rouvrait des blessures que Lucie ne refermait jamais complètement. Elle se tenait devant le portail en fer, les mains tremblantes, les yeux rivés sur la fenêtre du sous-sol, celle devant laquelle elle avait été traînée par la peur. Elle entendait encore les cris. Les coups venant d'en bas. Mais les souvenirs n'étaient pas une preuve. Sur le chemin du retour, Nathaniel emmena Lucie dans un petit restaurant. Ils s'assirent près de la fenêtre, une chaude lumière jaune éclairant son visage fatigué. Dans cette douce lumière, Nathaniel le vit. Lucie avait le regard de sa mère. Cette même force tranquille. La même façon d'écouter sans interrompre. Le même espoir obstiné et muet. Lucie, dit doucement Nathaniel. Veux-tu savoir comment j'ai rencontré ta mère ? Elle hocha la tête. Quand on était enfant, on était voisins. Elle était la seule à me défendre quand j'étais harcelé. Elle chantait en arrosant ses fleurs. Puis un jour, elle a disparu. Personne ne savait pourquoi. Je l'ai cherchée. Mais à ce moment-là, c'était trop tard. Lucie resta silencieuse un long moment, puis murmura, « Maintenant, tu m'as trouvé. »
Ça veut dire qu'on est sur le point de la retrouver aussi? Nathaniel hocha la tête, même si le poids dans sa poitrine s'alourdissait. Chaque indice était flou. Chaque instinct était un pari risqué. Sur le chemin du retour, il regarda par la fenêtre, une question le rongeait. Est-ce que je poursuis un fantôme? Ou cet enfant est-il le seul assez courageux pour croire ce qui est réel? Alors qu'il sortait sous la douce bruine, Nathaniel tira doucement Lucie près de lui. Nous n'avons pas encore trouvé la vérité. Mais nous nous sommes trouvés. Et si tu n'abandonnes pas, moi non plus. Les documents sont peut-être anciens. Les histoires de Lucie peuvent paraître tirées par les cheveux. Mais elles étaient suffisantes. Assez pour semer le doute. Assez pour déclencher un incendie. Nathaniel ne se contentait plus de suivre des indices. Il suivait sa conviction. Alors que les voisins commençaient lentement à parler, révélant des vérités qu'ils avaient enfouies dans le silence, un passé autrefois caché commençait à refaire surface. Cette nuit-là, Nathaniel ne put dormir. Les paroles de Lucie, la photo, le dossier abîmé, tout cela occupait ses pensées. Il se tenait à la fenêtre, le regard perdu dans le noir. Chaque piste pointait vers un seul endroit. La vieille maison. Là où Elena a vécu autrefois. Ou peut-être, juste peut-être, elle l'a quand même fait. Une semaine plus tard, Nathaniel ramena Lucie. La rue était la même, étroite, poussiéreuse, jonchée de traces de temps. Le ciel était lourd, gris, comme s'il les avait endeuillés. Lucie était assise à côté de lui en silence, serrant contre elle son ours en peluche usé et cette vieille armure en forme de dossier. Lorsqu'ils s'arrêtèrent devant la maison numéro 43, elle semblait inchangée. Les réponses des voisins aussi. Elena est morte de problèmes cardiaques. Richard l'a enterrée ailleurs. Non, nous n'avons rien vu d'étrange. Mais Nathaniel comprenait désormais. Ils savaient tous. Et ils avaient choisi le silence. Le silence était un crime en soi. Sur le chemin du retour, Lucie resta silencieuse jusqu'à la sortie de la ville. Puis elle murmura. J'entendais frapper. Du sous-sol. Comme si quelqu'un essayait de sortir. Mais Richard la gardait toujours fermée à clé. Nathaniel se tourna vers elle. Il n'y avait aucune preuve. Mais ses souvenirs étaient inébranlables. Son instinct, lui, était constant. Il posa une main sur son épaule. Tu n'es pas fou. Tu n'imagines rien. Si tu entends encore quelque chose, il faut qu'on y aille. Plus tard dans l'après-midi, ils se rendirent au parc où Lucie avait séjourné. Sur un banc de pierre fissuré, près d'un terrain abandonné, était assis un garçon maigre aux cheveux bruns hirsutes, jouant avec un emballage de snacks froissés. Tommy. Lucie s'approcha et appela doucement, Tommy. Il tressaillit en la reconnaissant. Tommy se leva, prêt à s'éloigner, mais Nathaniel intervint doucement. Je ne suis pas là pour te forcer à dire quoi que ce soit. Je veux juste t'écouter. Si tu as quelque chose à dire. Tommy jeta un coup d'œil autour de lui, le visage taché de terre, les mains tremblantes, les lèvres serrées. Lucie s'approcha et lui prit la main. Tommy, tu n'as plus à avoir peur. On a monsieur Nathaniel. Il est gentil. On a juste besoin de la vérité. Tommy gardait la tête baissée, la bouche remuante, mais aucun mot ne sortait. Nathaniel s'accroupit à côté de lui, la voix calme et patiente. Je sais que tu as vu quelque chose. Peut-être que quelqu'un t'a dit de ne rien dire. Mais si tu parles aujourd'hui, tu pourrais aider à sauver quelqu'un. Quelqu'un qui est resté caché très longtemps. Les yeux de Lucie brillaient, non pas de peur, mais de détermination. Tu es la seule à l'avoir vu. Et je te crois. Il y eut un long silence. Tommy leva les yeux, puis secoua la tête et s'enfuit, disparaissant au loin. Ce soir-là, dans le calme de son appartement, Nathaniel était assis seul à une table en bois. Une feuille blanche était posée devant lui, mouillée par la vapeur d'une tasse de thé oubliée. Dehors, le vent hurlait, emportant les souvenirs comme des fantômes. Il pensa à Elena, la fille qui s'était assise à côté de lui en cours d'art plastique, la première à lui prendre la main quand les autres le repoussaient, la fille qui avait griffonné son nom dans un vieux plumier aux lettres tordues. Celle à qui il n'avait jamais eu le courage de se confier. Lorsqu'elle s'éloigna brusquement, il ne lui resta qu'une unique photo, la dernière qu'ils avaient prise ensemble. Il pensait que le temps avait effacé son souvenir, jusqu'à ce que Lucie apparaisse. Chaque fois qu'elle levait les yeux et disait « Je crois que ma mère est vivante »,
il ne voyait pas seulement une enfant têtue, il voyait Elena. La même flamme dans ses yeux, la même force tranquille. Une telle conviction était impossible à imiter. Il comprenait maintenant que ce que Lucie disait n'était pas qu'un espoir enfantin. Mais tout ce qu'ils avaient, c'était des fragments, quelques mots d'un garçon effrayé, des voisins qui détournaient le regard, une vieille photo et son instinct. Nathaniel soupira et serra les poings. Les indices étaient encore dispersés, fragiles, mais il ne pouvait pas abandonner. Pas tant que Lucie ne l'avait pas fait. Un enfant à qui on n'avait jamais appris à vivre lui apprenait maintenant à ne pas abandonner. Et il s'est fait une promesse, si Elena était encore en vie, alors lui, l'homme qu'il avait perdu un jour, ne laisserait pas l'histoire se répéter. 2 mois passèrent dans un brouillard implacable de doute. Tandis que les amis de Nathaniel jonglaient entre les actions et les transactions immobilières, lui, millionnaire, était enfoui sous la poussière des archives publiques, des quartiers délabrés et des archives hospitalières. Il poursuivait des bribes d'une vérité à laquelle seule une fillette de 10 ans croyait encore. Lucie vivait désormais chez Nathaniel, dans une petite chambre mansardée qu'il avait nettoyée, recouverte de moquettes et peinte d'un bleu doux et apaisant. Mais chaque nuit, tandis que la ville dormait, Lucie rêvait de la voix de sa mère qui l'appelait du fond des ténèbres. Elle se réveillait en sursaut, pleurait, murmurant sans cesse la même phrase, « Maman n'est pas morte. » Ils nous mentent. Pendant la journée, Lucie ne restait pas en place. Elle échappait à la surveillance de Nathaniel et se rendait chez le fleuriste où Elena achetait des marguerites blanches chaque semaine. Elle visitait le vieux magasin de tissus, la minuscule épicerie de quartier. Cette petite fille maigre au regard féroce posait sans cesse la même question, « As-tu vu ma mère ? » Elle n'est pas morte. Elle est toujours là. Les gens éprouvaient de la pitié. Ils la regardaient tristement et lui adressaient de douces paroles de congédiement. « Il faut passer à autre chose, ma chérie, » dit le fleuriste en lui tapotant la tête. Quand les adultes meurent, ils ne reviennent pas. Il faut continuer à vivre. Mais Lucie refusa d'accepter cela. Elle s'éloigna silencieusement. Sans larmes. Juste un engourdissement au fond de ses yeux, durci par le « elle est partie », entendu une fois de trop. Par un dimanche matin gris, Nathaniel emmena Lucie au cimetière où Elena était censée être enterrée. L'herbe folle avait pris une teinte dorée avec la saison. Lucie resta un long moment silencieuse, fixant la pierre patinée. Puis, soudain, elle dit « Ma mère n'est pas là. Elle n'est pas enterrée ici. » Nathaniel était en train d'ajuster les fleurs sur la tombe lorsqu'une voix furieuse déchira l'air derrière eux. « Tu as du culot de revenir ici, petit démon. » Richard apparaissait comme une bête venue des enfers, empestant l'alcool, rongé par la rage. Son visage était rouge, ses yeux brûlants, sa chemise froissée et tachée, ses manches retroussées, et il tenait à la main le vieux briquet qu'il portait toujours au souvenir des longues nuits noires. Tu es de retour sur cette fausse tombe, à pleurer comme si elle était encore en vie. Elle est morte. J'ai tout géré. Je l'ai enterrée comme il faut. Arrête de déterrer le passé. Avant que Nathaniel puisse réagir, Richard poussa violemment Lucie. Elle s'écroula sur le sol humide, sa tête heurtant une pierre saillante. La douleur lui transperça le crâne. Mais pire que le coup physique, ces paroles. Tu es une erreur. Ni père ni mère. J'aurais dû me débarrasser de toi le jour où tu es entré chez moi. Sa main se leva, prête à frapper à nouveau, mais elle s'arrêta en plein vol. Nathaniel lui avait saisi le poignet. Fermement. Définitivement. Il se tenait droit. Son regard n'était plus calme, il était comme une tempête. Tu étais sur le point de frapper une enfant. Devant la tombe de sa mère, grogna Nathaniel d'une voix basse et posée. Richard retira son bras et aboya, « Mais qui es-tu ? Tu te prends pour quelqu'un de spécial, à laisser cette chienne errante s'accrocher à toi comme un chien galeux, à gémir, à supplier ? Tu crois qu'elle ne se moque pas de toi, espèce d'idiot ?» Nathaniel ne dit rien. Il regarda simplement Richard. Puis, sans prévenir, il le frappa violemment au visage. Du sang jaillit du nez de Richard, mais il rit amèrement, l'air satisfait. J'ai des avocats. J'ai ma mère. J'ai le certificat de décès. Qu'est-ce que tu as, bon sang ? Nathaniel s'approcha. Sa voix était dure comme du fer. Je détiens la vérité. Et j'ai cette fille. À compter d'aujourd'hui, je suis le tuteur légal de Lucie Carter. Tu n'as aucun droit sur elle. Plus maintenant. Richard se tut. Il ne s'attendait pas à cela.
Il s'essuya le sang du nez, ricana, cracha dans l'herbe et s'éloigna, laissant derrière lui une odeur nauséabonde de rage et de peur. Le silence revint au cimetière. Mais en Nathaniel, le feu de la suspicion grondait plus fort que jamais. Tandis qu'il aidait Lucie à se relever, elle lui serra fermement la main. Non pas de douleur, mais de confiance. Puis ils entendirent un léger bruissement. Nathaniel se retourna. Derrière les buissons, une petite silhouette se cachait. Tommy. Le garçon se figea comme un animal effrayé. Ses yeux étaient écarquillés par la panique, son corps tremblait, ses doigts serrés autour de sa chemise en lambeaux. Lucie cria, claire et pressante. Tommy, c'est moi. Lucie. Ne cours pas. Il s'arrêta. Il ne se retourna pas. Mais il ne s'enfuit pas non plus. Nathaniel s'avança prudemment, d'une voix calme et chaleureuse. Tu as vu ce qui vient de se passer. Tu as vu ce que Lucie a traversé. Si tu portes quelque chose de lourd en toi, tu n'as plus à le porter seul. Il s'agenouilla pour regarder Tommy dans les yeux. Il y a des choses que les adultes essaient de cacher. Mais si tu as le courage de dire la vérité, tu pourrais sauver une vie. Vraiment? Tommy se retourna enfin. Son regard croisa celui de Lucie. Elle lui rendit son regard doux, honnête, sans reproche. Comme un fil qui le tirait de l'obscurité. Et puis, comme une porte qui s'ouvre enfin, il hocha la tête. Plus tard, dans une boulangerie chaleureuse au bout de la rue, sous une douce lumière ambrée, Nathaniel s'assit entre Lucie et Tommy. Sur la table, il posa une vieille photo de 3 enfants en lui, Elena et un autre ami pris il y a des décennies. « J'étais très proche de ta mère, dit-il. Je l'ai perdue une fois. Mais je ne laisserai personne d'autre perdre la vie à nouveau. » Lucie ne parla pas. Elle se contenta de sourire. C'était le premier vrai sourire que Nathaniel voyait chez elle et il lui transperça le cœur, car c'était celui d'Elena. Tommy leva les yeux et parla d'une voix tremblante. Une nuit, j'ai vu Monsieur Richard traîner une grosse caisse en bois jusqu'au sous-sol. Elle semblait lourde. Je me cachais dans les buissons, à l'observer. Puis j'ai entendu un bruit très doux, comme des pleurs. Une voix de femme. Appelant quelqu'un par son nom. Lucie. La salle se tut. Chaque mot frappait comme une lame. Nathaniel serra les poings, puis hocha lentement la tête. Tu as été formidable, Tommy. Je suis fier de toi. Lucie se tourna vers son ami, les yeux pétillants. Mais cette fois, il ne brillait pas de douleur, mais d'espoir. Un véritable espoir. Pour la première fois, Lucie détenait plus que de simples convictions. Elle possédait sa première preuve tangible. Suffisante pour commencer à déterrer 10 ans de mensonges. Nathaniel ne dit rien. Mais en lui, une tempête faisait rage. Les paroles de Tommy avaient brisé le dernier mur qui bloquait la retenue de Nathaniel. Il n'avait plus aucun doute. La famille de Richard, l'homme violent et la mère polie et manipulatrice qui le soutenaient cachaient quelque chose de monstrueux. Une femme déclarée morte. Un enfant dénigré comme délirant. Un quartier qui préférait le silence à la vérité. La fureur bouillonnait dans la poitrine de Nathaniel, mais ses mains restaient immobiles sur la table. Son visage restait immobile. Seuls ses yeux froids, perçants, implacables trahissaient le feu qui les habitait. Il retrouverait Elena, vivante ou non. Et il ferait éclater la vérité au grand jour, même si cela impliquait de faire sortir de l'ombre tout un héritage corrompu. Lorsque les aveux de Tommy ont ravivé le doute, Nathaniel a compris qu'il était temps d'entrer dans l'endroit le plus dangereux de tous, la maison, où tous les indices pointaient. Et pour cela, il avait besoin de la loi à ses côtés. Un nouveau chapitre s'ouvrait. Un chapitre où la foi inébranlable d'une petite fille courageuse allait se confronter à un système de mensonges froids et calculés. Ce matin-là, Nathaniel marchait lentement sur le chemin de pierre menant à la propriété de Richard Black. Il n'était pas seul. À ses côtés se tenaient le docteur Lisa Monroe, Lucie et l'inspecteur Eric Bowman, l'agent qui venait de signer un mandat de perquisition après avoir examiné toutes les nouvelles preuves. L'inspecteur Bowman, un homme d'une 50aine d'années au visage sévère, portait un long manteau et tenait un épais dossier. Il n'était pas là pour spéculer, mais pour constater par lui-même si la vérité avait bel et bien été enterrée, comme Nathaniel l'avait prétendu. La porte du manoir s'ouvrit. Gloria Black, la mère de Richard, en sortit. Son regard s'assombrit lorsqu'elle aperçut Lucie et le détective. « Que faites-vous ici » siffla-t-elle. «
Vous traînez cette folle pour qu'elle détruise encore ma maison. Lucie resta silencieuse. Nathaniel s'avança, ferme et clair. Nous sommes ici avec un mandat de perquisition légale, présenté par l'inspecteur Baumann en personne. Ce ne sont plus des spéculations. C'est une enquête officielle. Lisa a ouvert un dossier, révélant des documents officiels, un faux certificat de décès, des dossiers d'hôpital manquants et, plus accablant encore, des résultats d'ADN prouvant que les restes dans la tombe n'appartenaient pas à Elena. L'inspecteur Baumann regarda Gloria dans les yeux. Sa voix était froide. Madame Gloria Black, je vous demande de coopérer. Tout se déroulera conformément au protocole légal. Gloria pâlit légèrement, mais garda son sang-froid. Ce doit être une erreur de l'hôpital. Elena est morte. J'ai organisé l'enterrement moi-même. Tu ne peux pas me mettre ça sur le dos. Nathaniel se pencha en avant, la voix sèche. Et qui a signé le paiement au docteur Marvin Gray, le médecin dont la licence a été révoquée pour falsification de documents médicaux? Vous l'avez aussi engagé pour certifier qu'Elena était mentalement instable, n'est-ce pas? Lisa tendit une autre liasse de papier d'un ton sec. Ces documents ne sont pas seulement invalides sur le plan juridique. Ils font partie d'une opération de dissimulation orchestrée. Gloria ne dit rien. Son regard s'égara, ses mains serrant le tissu de sa robe. Avant qu'elle puisse parler, Nathaniel ajouta, « J'ai rencontré l'inspecteur Baumann. » Cette rencontre avait eu lieu un mois plus tôt. À l'époque, Nathaniel ne possédait que les souvenirs de Lucie, des photocopies floues et un espoir trop fragile pour tenir seul. Baumann, un homme pragmatique qui avait travaillé sur des dizaines de dossiers de fausses identités, n'avait pas hésité. Vous laissez l'émotion obscurcir votre jugement. Les enfants imaginent n'importe quoi pour échapper au chagrin. Sans preuve tangible, je ne peux rien faire. Mais cette fois, Nathaniel revint avec tout, résultat de test ADN, reçu bancaire, fausse signature et une photo d'Elena jeune à côté de Lucie. Il ne plaida pas. Il dit simplement, j'ai déjà perdu une famille. Je ne laisserai pas Lucie perdre sa mère. Baumann avait regardé Lucie, assise tranquillement devant le bureau. Ses yeux en disaient plus que n'importe quel dossier. Avec un profond soupir, Baumann signa le mandat d'un seul trait décisif. Richard n'était pas à la maison lorsque l'équipe est arrivée. Gloria hurla, traitant Lucie de folle, de menteuse, de fauteuse de troubles. Mais Lucie la regarda, calme, imperturbable. Ce n'était pas le regard d'une petite fille effrayée. C'était celui de quelqu'un qui avait rampé du fond de l'abîme et choisi la lumière. La recherche a duré des heures. Et au sous-sol, derrière une grande étagère à vin, ils l'ont trouvé. Plus tard, Lucie coloria dans le salon. Elena et Nathaniel étaient assis autour d'un thé. Il leur montra une photo d'eux au lycée. « Je t'ai écrit des lettres, dit-il. Je ne les ai jamais envoyées. Puis tu as disparu. Je t'aimais bien aussi, murmura-t-elle. Mais il a fallu qu'on parte. Je n'ai jamais pu te dire au revoir. » Il y eut un silence. Puis Nathaniel dit, « Tu as vécu pour ta fille. Si tu me le permets, j'aimerais être son père. Et j'aimerais t'appeler ma femme. » Elena pleura. « Tu es sûr? J'ai échoué en tant qu'épouse. En tant que mère. » Non, dit-il. Tu as survécu à l'enfer. Et tu es la femme que j'ai toujours aimée. Lucie écoutait. Elle s'avança vers la lumière. Papa, dit-elle doucement. Je peux t'appeler papa maintenant? Nathaniel se figea. Puis il ouvrit les bras. Lucie courut dedans. J'ai toujours été là, Lucie, murmura-t-il. Et je ne partirai plus jamais. Elena regardait, tremblante, les yeux brillants, non pas de chagrin, mais de vie. Alors, quand avez-vous commencé à vous appeler ainsi, demanda-t-elle. Lucie sourit, timide mais fière. Il a dit que je pouvais. Mais aujourd'hui, je feutre comme si j'avais un père. Elena se tourna vers Nathaniel. Il hocha la tête. Elle sourit. Son premier vrai sourire depuis des années. Et puis ils ont ri. Tous les trois. Le genre de rire qui guérit. Le genre qui dit « nous l'avons fait ». Ce n'était ni bruyant, ni ostentatoire, mais c'était pur. Cette nuit-là, une légère pluie embuait les fenêtres. Le vent soufflait à travers les fentes comme un souvenir discret. Dans cette modeste demeure, trois âmes, autrefois perdues, autrefois brisées,
s'étaient retrouvées. Elles n'étaient plus de simples survivantes. Elles étaient devenues quelque chose de bien plus puissant, une famille. Croyez-vous qu'un passé brisé puisse encore donner naissance à un avenir radieux? Que les cœurs les plus blessés puissent devenir les plus grands guérisseurs les uns des autres? Si vous souffrez, sachez ceci, quelque part, une fille comme Lucie trouve la lumière, Elena renaît de ses cendres et quelqu'un comme Nathaniel lui ouvre les bras. Cette famille n'a pas seulement été reconstruite, elle a renaît. Non seulement parce qu'ils ont échappé à l'obscurité, mais parce qu'ils ont choisi de partager la lumière. Lucie n'est plus seule, elle incarne l'espoir. Elena n'est plus une victime, elle est une guérisseuse. Et Nathaniel, lui, n'est pas seulement un sauveteur. Il est un foyer. Ce qu'ils ont construit ensemble pourrait un jour devenir un refuge pour des milliers de personnes qui attendent encore dans l'ombre. Des mois après le procès, le nom de Lucy Carter n'appartenait plus à une enfant tremblante debout devant une boulangerie. Elle était devenue un symbole d'espoir, une voix pour des millions d'enfants oubliés. Son histoire ne se résumait pas à la résolution d'une affaire. C'était un signal d'alarme, une enfant courageuse, dotée d'une foi inébranlable, pouvait non seulement sauver une vie, mais aussi changer le monde. Bien que sa santé fût fragile, Elena reprit peu à peu des forces. Elle suivit une thérapie et s'inscrivit à des forums de soutien pour les femmes ayant survécu à des abus. Elle partagea sa vérité non pas en tant que victime, mais en tant que guerrière, une mère qui avait traversé le feu et était revenue, tremblante mais intacte. Nathaniel, après avoir terminé le processus d'adoption légale, est devenu officiellement le père de Lucy. Lors de la conférence de presse, sous un déluge de flash, il a déclaré, « Il y a 3 ans, j'ai perdu ma femme et ma fille dans un accident. Je pensais que ma vie s'arrêterait avec elle. Mais j'ai rencontré Lucy, une petite fille au grand cœur. Elle a sauvé sa mère, et elle m'a sauvé. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour célébrer une victoire. Je suis ici pour dire que je m'accrocherai aux personnes que j'aime pour le restant de mes jours. » Ces mots ont ému des millions de personnes. Les messages de soutien ont inondé les réseaux sociaux. Le hashtag Lucie Stibeliev a atteint une popularité mondiale. Pendant ce temps, Gloria mourait seule dans un établissement pénitentiaire. Sans visiteurs, sans fleurs, seulement le froid qu'elle avait semé. L'avocat Marvin Gray fut radié du barreau, déchu de sa licence et condamné à 12 ans de prison. Quant à Richard Black, autrefois homme de pouvoir, il passait désormais ses jours derrière les barreaux, une coquille vide condamnée à perpétuité. Suite à leur histoire, un événement extraordinaire a émergé, la Fondation Grace. Nathaniel l'a fondée. Lucie en a été l'ambassadrice honoraire. La fondation offrait une protection juridique aux femmes et aux enfants victimes de violences, avec une devise forte, personne n'est laissé dans l'ignorance. Lors du lancement, Lucie se tenait devant des centaines de participants et des millions de téléspectateurs en ligne. Sa voix, ferme et forte, exprimait la vérité, « On a dit un jour que ma mère était morte. Mais elle a vécu, et cela a tout changé. Personne n'a le droit d'anéantir l'espoir d'un enfant. Personne n'a le droit de se taire face à l'injustice. Si moi, une petite fille de 10 ans, j'ai pu croire, alors tout le monde le peut. » La salle a éclaté en applaudissements. Ce qui avait commencé comme une tragédie a donné naissance à un mouvement. Dans un coin tranquille de la ville, Elena cultivait des chrysanthèmes blancs dans un jardin fleuri. Ses mains étaient marquées de cicatrices, mais son toucher était doux. Lucie traversa la cour en courant, ses rires résonnant comme des carillons dans la brise. Nathaniel était assis sous le porche, astiquant un cadre photo. Ce n'était pas lui, ni Lucie, ni Elena, mais sa défunte épouse et sa fille. Elena s'approcha, prit délicatement le chiffon et essuya à nouveau la vitre. Elle ne parla pas beaucoup. Se contenta de poser la main sur son épaule. « Je nettoie encore cette photo tous les matins, » murmura-t-elle. « Parce que je sais qu'elle fait partie de ton cœur et que tu ne la quitteras jamais. » Nathaniel sourit. « Et toi et Lucie, vous êtes le rôle que je n'aurais jamais cru retrouver. » Tous trois, autrefois séparés, étaient assis tranquillement par un après-midi calme et sans vent. De la vapeur s'échappait de leur thé. Des fleurs se balançaient. Sur la table, 3 tasses, une pour lui, une pour elle, et une pour l'enfant qui avait tout changé. Croyez-vous qu'au milieu d'une profonde douleur, quelque chose de beau puisse naître? Que même après la nuit la plus longue, un rayon de lumière puisse encore briller, si quelqu'un ose y croire? La lumière du petit matin filtrait par la fenêtre de la cuisine. L'air embaumait le pain grillé et la confiture de fraises fraîches. Lucie était assise sur un haut tabouret, les jambes ballantes, lisant.
Nathaniel préparait du café en souriant à sa femme et à sa fille, deux vies plus précieuses que tout ce qu'il avait jamais possédé. La vie n'était pas revenue à ce qu'elle était. Elle avait recommencé, un tout nouveau chapitre. Elena continua sa thérapie. Les cauchemars continuaient, mais elle n'y faisait plus face seule. Chaque fois qu'elle se réveillait en sueur, Nathaniel était là, main dans la main, le regard fixe. Lucie avait sa propre routine. Chaque soir, elle se faufilait dans la chambre de sa mère, la serrait fort dans ses bras et lui murmurait « N'aie pas peur. Je suis là ». La maison, autrefois défraîchie, avait été repeinte d'un ivoire doux. Elena avait planté des fleurs sur le porche. Lucie avait décoré le couloir de ses dessins. Dans le salon, à côté d'une photo de mariage d'Elena et Nathaniel, était accroché un cadre spécial, une photo brodée de 3. En dessous, on pouvait lire « Nous nous sommes trouvés ». Un après-midi d'automne, Lucie a demandé « Maman, pourquoi nos marguerites continuent-elles à fleurir ?» Elena sourit. « Parce que quelqu'un prend soin d'elles chaque jour, ma chérie. Les fleurs, comme les cœurs, continuent de fleurir quand on les aime. » Nathaniel les entoura tous les deux de ses bras. Et quand on croit en soi, on ne meurt jamais. Lucie a commencé à passer ses week-ends à la Fondation Grèce. Elle lisait les lettres d'enfants abandonnés ou maltraités. Elle répondait avec chaleur et sincérité, « Je comprends. Je ressentais ça avant. Mais j'ai retrouvé ma mère. Et quelqu'un que je pourrais appeler papa. » Elle ne s'est pas contentée d'écrire des lettres. Elle a enregistré des messages vocaux, raconté des histoires pleines d'espoir et lu des extraits de journaux intimes dans une émission de radio pour enfants. Un jour, elle a filmé une courte vidéo lisant un extrait de son ancien journal, « Ce soir, j'ai entendu la voix de ma mère. Je ne sais pas si c'était réel. Mais je ne cesserai pas d'y croire. Même seul, je continuerai à chercher. » La vidéo est devenue virale. Une école d'un autre État a construit un espace de lecture appelé « Le coin de Lucie ». Les enfants y ont écrit des lettres et partagé des messages d'espoir. Une équipe de jeunes avocats a contacté la Fondation pour offrir une protection gratuite aux enfants en difficulté juridique. Elena a commencé à enseigner la composition florale et la tenue d'un journal intime. Ce n'étaient pas des cours, mais des refuges. Les femmes venaient pleurer, écrire ou simplement s'asseoir en silence. Elena ne leur faisait pas de leçons. Elle s'asseyait simplement avec elles, leur offrant parfois rien d'autre qu'une fleur sauvage déposée délicatement dans la main. Autrefois, j'ai vécu dans une pièce sans issue, leur a-t-elle raconté. Mais les souvenirs de ma fille m'ont maintenu en vie. Si j'ai pu me relever, vous le pouvez aussi. Une femme, enfermée dans un sous-sol pendant 2 mois, est arrivée avec des contusions au poignet. 6 mois plus tard, elle est devenue bénévole. Les gens ont commencé à appeler Elena, celle qui touche les âmes brisées sans les faire saigner. Nathaniel a refusé toutes les récompenses. La majeure partie des bénéfices de son entreprise a discrètement soutenu la fondation. Il a travaillé en silence sur l'aide juridique, aidant des familles à reconstruire leur vie. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a simplement répondu « Certaines blessures ne guérissent que lorsque nous cessons de compter les éloges et commençons à agir. » Un soir d'hiver, la famille a regardé à nouveau le discours de Lucie à la Fondation Grèce. Sa voix résonnait « Ma mère est vivante », et ça a tout changé. Elena fondit en larmes. Nathaniel lui prit la main, ainsi qu'à celle de Lucie. « Qu'est-ce que la famille ?» demanda doucement Lucie. Elena caressa les cheveux de sa fille. « C'est l'endroit où ton cœur se sent toujours bien. » Dehors, la neige tombait doucement. Lucie dessina un cœur sur la vitre embuée, puis se blottit contre le torse de Nathaniel. « Papa, on peut faire des cookies demain. Comme le premier soir où on a dîné ensemble. » Nathaniel sourit. « Je crois que c'est la meilleure idée que j'ai entendue de la journée. » Leur histoire, des ténèbres à la lumière, n'était pas seulement une quête de vérité. C'était une renaissance de l'amour, du courage et de la foi. Suivez-vous toujours l'histoire de Lucie? Qui es-tu parmi eux? Une Elena autrefois brisée. Une Lucie petite mais féroce. Un Nathaniel qui a tout perdu et a osé retrouver l'espoir. Qui que vous soyez, croyez-moi, vous pouvez réécrire votre fin. Car le bonheur n'arrive pas tôt, mais il arrive, si vous avez le courage d'attendre. Et quand ce sera le cas, vous comprendrez, il n'est pas nécessaire d'être parfait pour être aimé. Il suffit d'être suffisamment authentique pour ne pas se quitter, surtout dans les moments les plus sombres. Les années ont passé. Mais la lumière qu'ils ont créée ne s'est jamais estompée.
Lucie devint une jeune femme forte et posée, tel un arbre ayant résisté à la tempête. Nathaniel et Helena demeurèrent des refuges pour les enfants perdus. Leur histoire perdura, à travers leurs actes d'amour, à travers chaque vie qu'ils touchèrent. Aujourd'hui âgée de 17 ans, Lucie ne tremblait plus devant les boulangeries. Elle faisait son jogging chaque matin, préparait du thé pour sa mère et le petit déjeuner pour son père. Elle excellait à l'école, encadrait des élèves plus jeunes et animait des ateliers d'écriture sur la défense juridique. Elle était radieuse. Certains soirs, elle s'asseyait près de la fenêtre, se remémorant le sous-sol, l'incrédulité, les larmes. Elle se demandait, si je n'avais pas parlé, est-ce que maman serait encore là? Puis elle serrait le poing, promesse silencieuse que la douleur l'avait rendue incassable. La Fondation Grèce avait connu une croissance inimaginable. D'une petite salle à un réseau national, des centaines de femmes et d'enfants avaient trouvé sécurité, thérapie et un nouveau départ. Lors de la célébration de l'anniversaire, le jardin n'était pas rempli de grandeur, mais de fleurs, de panneaux peints à la main et de la joie tranquille de vivre restaurée. Lucie se tenait sur une petite scène. Sa voix était ferme, ses yeux brillants, je n'étais qu'une jeune fille qui a perdu sa mère. Je ne connaissais pas les lois. Mais j'avais la foi. Et j'ai rencontré des gens qui ont cru avec moi. Et grâce à cela, ma mère a été sauvée. Elle marqua une pause. À tous ceux qui sont encore dans le noir, continuez à y croire. Même si vous êtes seul, la lumière vous attend. La foule se tut respectueusement. Helena, au premier rang, tenait la main de Nathaniel. Sa fille se tenait devant eux non pas une enfant, mais une femme forte et gracieuse. Ce soir-là, de retour à la maison, le salon baignait dans une lumière ambrée. Une théière fumait doucement sur la table. Lucie lisait un manuel de psychologie de l'enfant, se préparant à un atelier. Helena préparait des sandwichs, ceux-là même qu'elle avait réappris après son sauvetage. Nathaniel redressait un cadre photo, souriant désormais souvent, plaisantant, écrivant dans son journal, organisant des groupes de soutien. « Qu'est-ce que tu dessines » demanda Helena. Lucie brandit son croquis, 3 personnes se tenant la main dans un champ de marguerites. C'est nous. Et devant nous, une maison toujours éclairée. Les yeux d'Helena brillèrent. Nathaniel les entoura tous les deux de ses bras. Cette lumière, dit-il, nous l'avons créée, Lucie. Plus tard, à table, ils rirent en se remémorant de vieux souvenirs. Lucie se souvint de la première fois où elle avait vu Nathaniel. Le rire d'Helena pétilla. Nathaniel murmura, « Ce regard que tu m'as lancé, m'a sauvé. » Si tu ne m'avais pas cru, ajouta Lucie, je n'aurais peut-être jamais retrouvé maman. Ils ont revu cette vieille vidéo du tribunal, la petite voix provocatrice de Lucie, je n'ai plus peur des adultes. Je ne suis pas seule. Helena posa sa tête sur l'épaule de Nathaniel. J'ai survécu. Mais sans toi et Lucie, je ne serais pas entière. Et dans cette petite maison, soudée par la guérison et l'amour, ils sont restés. Pas parfaits. Mais réels. Si vous avez lu jusqu'ici, vous avez peut-être aussi connu la perte. Peut-être avez-vous douté de votre valeur. Mais comme Lucie, comme Helena, comme Nathaniel, l'amour ne nous est pas donné. C'est quelque chose auquel nous nous accrochons lorsque nous renaissons de nos cendres et disons, j'y crois encore. Nous ne savons pas qui vous êtes, d'où vous venez, ni quel âge vous avez. Mais si cette histoire vous a touché, partagez-la. Que la lumière continue de voyager. Car quelque part, une autre Lucie cherche sa mère. Une autre Helena a besoin d'aide. Un autre Nathaniel apprend à pardonner. Nous vous souhaitons la paix, non pas parce que vous n'avez jamais souffert, mais parce que vous êtes suffisamment fort pour ne pas laisser cette douleur vous définir. Vivre. Aimer. Croire.